Dans l'ombre des puissances mondiales, lorsque deux leaders d'exception se rencontrent en secret, l'histoire peut basculer. L'un porte la flamme de l'indépendance africaine, l'autre le poids des regrets d'un passé influent. C'était un après-midi paisible à Ouagadougou, la capitale vibrante du Burkina Faso, où les rues poussiéreuses s'animaient des cris des vendeurs et des rires des enfants jouant sous les manguiers. Pourtant, dans les couloirs du palais présidentiel, une tension sourde régnait, comme si le destin du continent tout entier était sur le point de se jouer. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, était devenu une figure incontournable. À seulement 34 ans, il incarnait une nouvelle génération de leaders africains déterminés à briser les chaînes du néocolonialisme. Son ascension au pouvoir avait secoué l'ordre établi. Inspiré par l'héritage de Thomas Sankara, le révolutionnaire burkinabé assassiné en 1987, Traoré prônait une souveraineté radicale. Il rejetait l'influence des puissances occidentales, dénonçait l'exploitation des ressources africaines et forgeait des alliances controversées avec des nations comme la Corée du Nord. Pour certains, il était un visionnaire, un homme prêt à défier les géants pour redonner à l'Afrique sa dignité. Pour d'autres, il était un provocateur, un leader trop audacieux, défiant l'ordre mondial avec une témérité qui pouvait coûter cher à son pays. Ce jour-là, alors que le soleil déclinait sur Ouagadougou, un message inattendu bouleversa la routine du palais. Un conseiller, le visage marqué par l'étonnement, tendit à Traoré une lettre scellée, portée par un émissaire diplomatique. Le sceau portait les armoiries d'une puissance étrangère, mais le contenu était encore plus surprenant. Barack Obama, ancien président des États-Unis, demandait une rencontre secrète, loin des regards indiscrets du public et des médias. La lettre était concise, mais son ton laissait peu de place au doute. Obama voulait discuter de questions cruciales, en privé, avec le leader burkinabé. Traoré lut la lettre une fois, puis une seconde, son visage impassible masquant le tourbillon de pensées qui l'assaillait. Pourquoi Obama? Pourquoi maintenant? Les rumeurs avaient circulé, suggérant que l'ancien président admirait le courage de Traoré, mais cette invitation semblait surgir de nulle part. Était-ce une tentative de négociation, une reconnaissance ou un piège diplomatique déguisé? Le Burkina Faso était sous le feu des projecteurs internationaux depuis que Traoré avait pris les rênes du pays. Ses discours enflammés, son refus de plier face aux sanctions occidentales, et sa vision d'une Afrique libre avaient attiré l'attention, mais aussi les critiques. Les capitales européennes et américaines le qualifiaient d'entêté, voire de dangereux, tandis que sur le continent de plus en plus de voix saluaient son audace. Assis dans son bureau, entouré de portraits de Sankara et d'autres héros de la lutte anticoloniale, Traoré pesa ses options. Une rencontre avec Obama, symbole du pouvoir occidental, était à la fois une opportunité et un risque. Que pouvait vouloir un homme qui avait autrefois dirigé la nation la plus puissante du monde? Était-ce une tentative de réconciliation, une reconnaissance des erreurs passées, ou une stratégie pour ramener le Burkina Faso dans le giron occidental? Traoré savait que chaque décision qu'il prenait avait des répercussions, non seulement pour son pays, mais pour l'Afrique tout entière. Il convoqua ses conseillers les plus proches, un cercle restreint d'hommes et de femmes qui partageaient sa vision d'un Burkina Faso indépendant. « Que pensez-vous de cette invitation ?» demanda-t-il, posant la lettre sur la table en bois massif. Le silence s'installa, chacun pesant les implications. Le général Kaboré, son fidèle allié depuis les premiers jours de son ascension, prit la parole. « Monsieur le Président, c'est une opportunité mais aussi un danger. Obama n'est pas n'importe qui. Ce qu'il dira pourrait changer la perception du monde sur nous. Mais pourquoi tant de secrets ?» Une conseillère, Aïssata Diallo, experte en relations internationales, ajouta « Les États-Unis ont toujours eu un agenda en Afrique. Cette rencontre pourrait être une tentative de vous influencer, de modérer votre discours. Mais si Obama vient avec un message sincère, cela pourrait ouvrir des portes pour le Burkina Faso, même auprès de nos détracteurs. » Traoré écoutait, absorbant chaque perspective. Il savait que le monde observait chacun de ses mouvements, et une rencontre avec Obama serait scrutée, même si elle restait secrète. Après un moment de réflexion, il prit sa décision. « Nous accepterons la rencontre, déclara-t-il, sa voix ferme. Mais elle aura lieu sur nos termes, ici, à Ouagadougou, dans un lieu que nous contrôlons. Pas de caméra, pas de fuite. Si Obama veut parler, qu'il vienne à nous. » Ses conseillers hochèrent la tête, impressionnés par sa détermination. Le général Kaboré s'assura que la sécurité serait irréprochable, déployant des unités d'élite pour protéger le complexe gouvernemental choisi pour la rencontre. Alors que la nuit tombait sur Ouagadougou, Traoré se tenait seul dans son bureau, regardant par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient. Et
Il pouvait presque sentir l'énergie du peuple burkinabé. Un peuple qui avait souffert, mais qui rêvait d'un avenir meilleur. Il pensa à Sankara, à ses paroles sur l'indépendance véritable. Un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas libre. Traoré savait que cette rencontre avec Obama serait un moment charnière, non seulement pour lui, mais pour la lutte qu'il menait. Il se prépara mentalement, conscient que les mots qu'il échangerait avec l'ancien président pourraient redéfinir l'avenir de l'Afrique. Le lendemain, les préparatifs allaient bon train. Le complexe gouvernemental, un bâtiment discret niché à la périphérie de la ville, fut sécurisé. Seuls quelques initiés savaient ce qui se préparait. Traoré, vêtu d'un costume sobre mais élégant, monta dans un véhicule blindé, escorté par une équipe réduite mais vigilante. Alors que le convoi traversait les rues animées d'Ouagadougou, il observa les visages des passants, des commerçants, des étudiants, des mères portant leurs enfants. Ces gens étaient la raison de son combat, la force qui le poussait à défier l'ordre mondial. Arrivé au complexe, Traoré descendit du véhicule et entra dans une salle sobre, éclairée par des lampes tamisées. L'atmosphère était lourde, comme si chaque mur portait le poids de l'histoire. Puis, la porte s'ouvrit et Barack Obama entra. Les deux hommes se serrèrent la main, un geste simple mais chargé de sens. Le sourire d'Obama était chaleureux, mais ses yeux trahissaient une gravité inhabituelle, un mélange de respect et de regret. Traoré, impassible, ressentait une anticipation croissante. Ce moment, il le savait, pourrait changer le cours des choses. « Merci de m'accorder cette rencontre, président Traoré », commença Obama, sa voix posée mais empreinte de détermination. « Je sais que c'est inhabituel, mais j'ai suivi votre parcours. Votre courage, votre façon de défendre la souveraineté de votre pays, c'est remarquable. Je voulais vous parler en personne, loin des contraintes des regards publics. Il y a des choses importantes à discuter. » Traoré hocha la tête, attentif, mais garda le silence. Il n'avait jamais imaginé qu'un ancien président américain viendrait à lui de cette manière. Le monde avait changé depuis le départ d'Obama de la Maison-Blanche. Et les enjeux pour l'Afrique étaient plus élevés que jamais. « Je vous écoute », dit-il simplement, sa voix ferme, ne laissant rien transparaître de ses pensées. Ainsi commença une conversation qui, dans l'ombre, allait marquer un tournant pour le Burkina Faso et peut être pour l'Afrique tout entière. Un silence lourd s'installa dans la salle, comme si le poids des mots prononcés par Ibrahim Traoré, « Je vous écoute », avait suspendu le temps. Les lampes à pétrole vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs en béton du complexe gouvernemental, un lieu chargé d'histoire, où des générations de leaders burkinabés avaient forgé leur rêve d'indépendance. Barack Obama, assis en face de Traoré, croisa les mains sur la table, ses doigts tapotant légèrement le bois, signe d'une réflexion profonde. Traoré, impassible, observait chaque geste, chaque nuance dans l'expression de son interlocuteur. Il savait que cette conversation, dans l'ombre d'Ouagadougou, pourrait redéfinir non seulement sa propre trajectoire, mais aussi celle de l'Afrique. Obama rompit le silence, sa voix mesurée mais teintée d'une intensité nouvelle. « Ibrahim, je ne suis pas ici en tant qu'émissaire de l'Occident, ni pour défendre un agenda qui n'est pas le vôtre. Je suis ici parce que votre leadership m'a forcé à regarder en face certaines vérités que j'ai évitées trop longtemps. » Il marqua une pause, ses yeux cherchant ceux de Traoré comme pour jauger sa réaction. « Pendant mes années à la Maison-Blanche, j'ai parlé de l'Afrique comme d'un continent d'avenir, un lieu de potentiel immense. Mais j'ai pas fait assez pour que ces paroles deviennent réalité. » Traoré inclina légèrement la tête, son regard perçant ne quittant pas Obama. Il avait entendu des discours similaires auparavant, des promesses d'aide, des éloges sur le potentiel de l'Afrique, mais il s'était souvent révélé creux, masquant des intérêts étrangers. Pourtant, il y avait dans les mots d'Obama une nuance différente, une sincérité qui semblait dépasser la rhétorique diplomatique. Traoré savait que l'ancien président n'était pas un homme ordinaire. Il avait incarné l'espoir pour des millions de personnes, mais aussi le visage d'un système qui, pendant des siècles, avait imposé ses règles à l'Afrique. « Vous parlez de vérité », répondit Traoré, sa voix calme mais tranchante comme une lame. « Mais en Afrique, nous avons appris à nous méfier des mots. Les promesses de l'Occident ont souvent été des chaînes déguisées. Si vous êtes ici pour parler, je veux savoir ce que vous proposez. Et je veux comprendre pourquoi maintenant, pourquoi moi. » Obama esquissa un sourire, non pas de moquerie, mais d'une reconnaissance silencieuse de la justesse de cette méfiance. Vous avez raison de poser la question. Ibrahim, je suis pas ici pour vous vendre des promesses. Je suis ici pour reconnaître des erreurs, et peut être pour trouver un moyen d'avancer ensemble. Il se redressa, son ton devenant plus grave. Lorsque j'étais président, j'ai visité l'Afrique, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Kenya.
J'ai prononcé des discours sur l'espoir, sur la jeunesse, sur l'avenir. Mais en regardant en arrière, je vois des moments où j'aurais pu faire plus, où j'aurais dû écouter davantage les leaders comme vous, ceux qui osent défier l'ordre établi. Traoré écoutait, son esprit analysant chaque mot. Il pensait à son propre parcours, à la manière dont il avait pris le pouvoir dans un Burkina Faso en crise, porté par une vision inspirée par Thomas Sankara, le Che Guevara africain. Sankara avait rêvé d'un Burkina Faso autosuffisant, d'une Afrique libérée des griffes du néocolonialisme, mais il avait été trahi, assassiné en 1987, laissant un vide que Traoré s'efforçait de combler. Obama, avec son passé de leader mondial, représentait un paradoxe, un homme qui avait incarné le changement, mais qui avait aussi opéré dans un système qui perpétuait l'exploitation de l'Afrique. Vous parlez d'écouter, dit Traoré, sa voix empreinte d'une détermination froide. Mais l'Afrique n'a pas besoin d'être entendue pour exister. Nous agissons, nous construisons. Nous ne demandons plus la permission de prendre notre place dans le monde. Obama hocha la tête, un éclat d'admiration dans les yeux. C'est précisément pourquoi je suis ici. Votre leadership montre au monde ce que signifie prendre son destin en main. Le Burkina Faso, sous votre direction, est devenu un symbole de résistance, mais je sais aussi que ce chemin est semé d'embûches. Les sanctions, les pressions internationales, les critiques, j'ai vu comment l'Occident réagit quand un leader africain refuse de plier. Il marqua une pause, comme pour laisser ces mots s'installer. Je suis pas ici pour vous dire quoi faire. Je suis ici pour partager ce que j'ai appris et peut être pour poser les bases d'un dialogue différent, un dialogue qui respecte votre vision. Traoré sentit une tension monter en lui. Il n'était pas habitué à ce genre de discours de la part d'un occidental, encore moins d'un ancien président américain. Il pensa aux défis auxquels son pays faisait face, les sanctions économiques qui faisaient grimper les prix des denrées, les murmures de mécontentement dans les rues d'Ouagadougou, les critiques des leaders voisins qui doutaient de ses alliances audacieuses. Pourtant, il y avait dans les paroles d'Obama une ouverture, une volonté de reconnaître les erreurs du passé. Mais Traoré n'était pas prêt à baisser sa garde. « Vous parlez de dialogue, répondit-il, ces mots soigneusement choisis. Mais le dialogue doit être équitable. Pendant trop longtemps, l'Afrique a été un pion sur l'échiquier des grandes puissances. Nous sommes plus des pions, nous sommes des joueurs. Si vous voulez un dialogue, il doit se faire sur nos termes, pas sur ceux de l'Occident. » Obama s'adossa à sa chaise, absorbant les paroles de Traoré. Il savait que ce jeune leader ne serait pas facilement influencé, et c'était précisément ce qui rendait cette rencontre si cruciale. « Vous avez raison, dit-il. Sa voix plus douce, mais toujours ferme. L'Afrique a été trop longtemps définie par les autres. Mais je crois qu'un changement est possible, pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour tout le continent. Votre combat, Ibrahim, n'est pas seulement le vôtre. Il est celui de millions de personnes qui veulent voir une Afrique forte, unie, indépendante. » La conversation prenait une tournure inattendue. Traoré, habitué aux critiques acerbes de l'Occident, qui le qualifiait d'entêté ou de provocateur, sentit une lueur de possibilité dans les mots d'Obama. Et si cette rencontre, dans cette salle isolée, pouvait marquer le début d'un nouveau type de dialogue, pas celui imposé par les chancelleries étrangères, mais un dialogue entre deux hommes, deux visions, deux mondes. Il pensa aux paroles de Sankara. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. Traoré avait la volonté, mais le chemin était semé d'obstacles. Obama, avec son expérience et son influence, pouvait-il être un allié ou restait-il un représentant d'un système que Traoré s'était juré de démanteler? Dehors, le vent du Sahel soufflait doucement, portant les murmures d'une ville en pleine transformation. Les rues d'Ouagadougou, avec leurs marchés animés et leurs enfants jouant sous les étoiles, semblaient vibrer d'une énergie nouvelle, celle d'un peuple qui commençait à croire en son propre pouvoir. Traoré sentit cette énergie dans ses veines, renforçant sa détermination. Il se redressa, prêt à pousser la conversation plus loin. « Monsieur Obama, dit-il, sa voix résonnant avec une conviction profonde, si vous êtes sincère, alors parlons de ce que l'Afrique peut devenir. Pas de ce que l'Occident veut qu'elle soit, mais de ce que nous, Africains, décidons qu'elle sera. » Obama sourit légèrement, ses yeux reflétant une compréhension nouvelle. Il savait que ce moment était fragile, mais chargé de potentiel. La salle, baignée dans la lumière vacillante des lampes, semblait suspendue dans l'histoire, un espace où deux hommes, issus de mondes opposés, tentaient de construire un pont. Ce pont serait-il assez solide pour supporter le poids des siècles d'injustice, ou s'effondrerait-il sous la pression des réalités géopolitiques? La réponse, ils le savaient tous deux, dépendrait des mots qu'ils échangeraient ensuite.
La lumière vacillante des lampes à pétrole projetait des ombres mouvantes sur les murs de la salle, comme si l'histoire elle-même dansait autour des deux hommes. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, venait de lancer un défi à Barack Obama, parler de l'Afrique telle que les Africains la rêvent, non telle que l'Occident l'imagine. Son ton, ferme et empreint de conviction, résonnait encore dans l'air, défiant l'ancien président américain de prouver sa sincérité. Obama, assis en face, sentit le poids de ce moment. Ses yeux, reflétant une compréhension nouvelle, s'attardèrent sur la table ornée du tissu aux couleurs du Burkina Faso. Rouge, vert, jaune, symbole d'un peuple qui refusait de plier. Il savait que les mots qu'il prononcerait ensuite pourraient soit construire un pont fragile entre deux mondes, soit creuser un fossé plus profond encore. Obama prit une profonde inspiration, ses mains se crispant légèrement sur le bord de la table. « Ibrahim, je vais être franc avec vous », commença-t-il, sa voix plus douce mais chargée d'une gravité inhabituelle. « Lorsque j'étais président, j'ai cru que mes discours sur l'espoir et le potentiel de l'Afrique suffiraient à changer les choses. J'ai visité le Ghana en 2009, j'ai parlé à Nairobi, à Johannesburg. J'ai dit que l'Afrique était prête à prendre sa place sur la scène mondiale. Mais en regardant en arrière, je vois que ces mots étaient insuffisants. J'ai échoué à soutenir les leaders comme vous, ceux qui osent défier un système qui a trop longtemps profité de l'Afrique. » Traoré écoutait, son visage impassible, mais son esprit bouillonnait. Les paroles d'Obama étaient inattendues, presque déconcertantes. Un ancien président des États-Unis, reconnaissant ouvertement ses erreurs, c'était une rareté, une vulnérabilité qui contrastait avec l'image polie et calculée des leaders occidentaux. Traoré pensa à l'histoire de son pays, aux promesses brisées des puissances coloniales, aux accords internationaux qui avaient vidé les richesses du Burkina Faso tout en maintenant sa dépendance. Il pensa à Thomas Sankara, dont les idéaux d'autosuffisance et de dignité continuaient de guider ses pas. Obama, avec son passé de leader mondial, semblait reconnaître ce que tant d'autres avaient ignoré. L'Afrique n'avait pas besoin de charité, mais de liberté. Pendant mon mandat, poursuivit Obama, son regard baissait un instant, comme s'il cherchait les mots justes, j'ai laissé les intérêts de l'Occident primer sur ceux de l'Afrique. Les interventions, les politiques économiques, les pressions diplomatiques, nous avons perpétué un système qui maintenait l'Afrique dans une position de subordination. J'ai vu des leaders comme vous êtes critiqués, marginalisés, parfois renversés parce qu'ils osaient dire non, et j'ai pas fait assez pour changer cela. Je le regrette profondément, Ibrahim. Je suis ici pour le dire face à vous parce que je crois que votre combat est juste. » Ces mots frappèrent Traoré comme une vague. Il n'avait jamais entendu un leader occidental parler avec une telle franchise. Les regrets d'Obama n'étaient pas seulement personnels, ils touchaient à des siècles d'injustice, d'exploitation, de promesses non tenues. Pourtant, Traoré n'était pas prêt à accepter ces paroles sans les mettre à l'épreuve. « Monsieur Obama, répondit-il, sa voix mesurée mais incisive, vos regrets sont notés. Mais l'Afrique n'a pas besoin d'excuses pour avancer. Ce que nous demandons, c'est le respect de notre souveraineté. Pendant trop longtemps, on nous a dit ce que nous devions être, comment nous devions gouverner, ce que nous devions produire. Le Burkina Faso, sous ma direction, a choisi une autre voie. Nous ne plierons plus. » Obama hocha la tête, un éclat d'admiration dans les yeux. « Vous avez raison. Les excuses ne suffisent pas. Mais je crois que reconnaître les erreurs du passé est un premier pas. Votre leadership montre ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle décide de son propre destin. Vous défiez les sanctions, les critiques, les pressions internationales. Vous construisez un modèle qui inspire au-delà de vos frontières. » Il marqua une pause, son ton devenant plus introspectif. « Lorsque j'étais en fonction, j'ai vu des pays africains lutter sous le poids des dettes, des interventions étrangères, des accords commerciaux inéquitables. J'ai vu des leaders courageux être isolés. J'aurais dû faire plus pour les soutenir, pour donner à l'Afrique la place qu'elle mérite. » Traoré sentit une tension en lui, un mélange de respect pour la franchise d'Obama et de méfiance face à ce qu'elle pouvait cacher. Il pensa aux défis auxquels son pays faisait face. Les sanctions économiques imposées par l'Occident, qui faisaient grimper les prix des denrées de base, les critiques des leaders voisins, qui voyaient ses alliances avec des nations comme la Corée du Nord comme un pari risqué, les murmures de mécontentement dans les rues d'Ouagadougou, où le peuple commençait à ressentir le coup de l'indépendance. Mais il pensa aussi à la vision qu'il avait portée au pouvoir. Une Afrique unie, libérée des chaînes du néocolonialisme, guidée par les idéaux de Sankara et d'autres héros panafricains comme Kwame Nkrumah et Patrice Lumumba. « Vous parlez d'une place pour l'Afrique » répondit Traoré, sa voix résonnant avec une conviction profonde. « Mais cette place, nous ne l'attendons pas. Nous la prenons. Le Burkina Faso ne demande pas la permission de se lever.
Nous investissons dans nos terres, nos écoles, nos usines, nous construisons une nation qui ne dépendra plus des miettes des puissances étrangères. Et nous ne sommes pas seuls. D'autres pays africains commencent à voir que l'unité est notre force. L'Afrique ne sera plus un pion sur l'échiquier mondial. Nous serons les architectes de notre propre destin. Obama s'adossa à sa chaise, absorbant la puissance des mots de Traoré. Il savait que ce jeune leader ne parlait pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour un continent qui, après des siècles de domination, commençait à revendiquer son autonomie. « Vous avez une vision, Ibrahim, dit-il, sa voix teintée d'un mélange de respect et de mélancolie. Une vision que j'aurais aimé soutenir davantage lorsque j'en avais le pouvoir. Mais je crois qu'il n'est pas trop tard. Pas pour vous, pas pour l'Afrique. Ce que vous faites ici ? À Ouagadougou envoie un message au monde. L'Afrique est prête à se lever, non pas comme un partenaire subalterne, mais comme une force égale. » La salle semblait vibrer sous l'intensité de leurs paroles. Dehors, le vent du Sahel continuait de murmurer, portant les échos d'une ville en pleine transformation. Traoré pensa au marché d'Ouagadougou, où les femmes vendaient du mil et du karité sous le soleil brûlant, aux écoles où les enfants apprenaient à lire dans des salles poussiéreuses, aux villages où les anciens racontaient les histoires de Sankara, de la révolution qui avait promis un avenir meilleur. Il savait que sa lutte était plus grande que lui, plus grande que cette rencontre. Mais les paroles d'Obama, malgré leur poids, ouvraient une porte, même fragile, vers un dialogue nouveau. Si nous devons parler d'avenir, dit Traoré, ses yeux fixés sur Obama, alors parlons d'une Afrique qui définit ses propres règles. Une Afrique qui n'a pas besoin de l'approbation de l'Occident pour prospérer. Une Afrique où le Burkina Faso, le Mali, le Nigeria et tous les autres se tiennent côte à côte, non pas comme des rivaux, mais comme des frères. Êtes-vous prêt à soutenir cette vision, monsieur Obama, ou vos regrets sont-ils tout ce que vous apportez ? Obama sentit la question comme un défi, mais aussi comme une invitation. Il savait que ce moment, dans cette salle isolée, était une chance rare de poser les bases d'un changement véritable. « Je suis prêt à écouter, répondit-il, sa voix ferme mais sincère. Et je suis prêt à apprendre. Votre vision mérite d'être entendue, non seulement ici, mais dans le monde entier. Dites-moi, Ibrahim, comment puis-je, à ma manière, contribuer à cet avenir que vous imaginez ?» La conversation venait d'atteindre un tournant. Traoré sentit que ce dialogue, aussi improbable soit-il, pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre. Pas un chapitre écrit par l'Occident, mais un chapitre où l'Afrique, portée par des leaders comme lui, écrirait sa propre histoire. Les lampes vacillèrent, comme pour souligner la fragilité et la puissance de cet instant. Les lampes à pétrole vacillaient dans la salle isolée, leurs flammes dansant comme des esprits anciens observant le dialogue entre Ibrahim Traoré et Barack Obama. La question d'Obama, « Comment puis-je contribuer à cet avenir que vous imaginez ?» flottait encore dans l'air, lourde de promesses et de défis. Traoré, président du Burkina Faso, sentit l'intensité du moment. Ses yeux, fixés sur l'ancien président américain, brillaient d'une détermination farouche, mais aussi d'une méfiance prudente. Ce dialogue, aussi improbable soit-il, était une opportunité rare, mais Traoré savait que les mots seuls ne suffiraient pas. L'Afrique avait trop longtemps souffert des promesses non tenues. Dehors, le vent du Sahel murmurait, portant les échos d'un Ouagadougou en pleine transformation, une ville où l'espoir et l'incertitude se mêlaient dans les cœurs de ses habitants. Traoré se redressa, son boubou vert captant la lumière vacillante. « Monsieur Obama, commença-t-il, sa voix résonnant avec une conviction forgée par des années de lutte, si vous voulez contribuer, commencez par comprendre les défis auxquels nous faisons face. Le Burkina Faso, comme beaucoup de nations africaines, est sous le joug de sanctions occidentales. Ces sanctions ne sont pas seulement des mesures économiques. Elles sont une arme pour nous plier, pour nous forcer à revenir dans le rang. Les prix des denrées grimpent, le commerce ralentit, et notre peuple ressent le poids de cette lutte pour l'indépendance. Mais nous ne plierons pas. » Obama hocha la tête, son visage marqué par une gravité nouvelle. Il connaissait les mécanismes des sanctions, ayant lui-même navigué dans les complexités de la politique internationale. « Je comprends, Ibrahim, répondit-il, sa voix calme mais empreinte d'une reconnaissance sincère. Les sanctions sont souvent utilisées pour maintenir un certain ordre mondial, un ordre qui, je l'admets, a trop longtemps désavantagé l'Afrique. Pendant mon mandat, j'ai vu comment ces outils étaient déployés, parfois sans mesurer pleinement leurs conséquences sur les populations. Mais dites-moi, comment votre peuple supporte-t-il ce fardeau? Et comment comptez-vous y répondre ?» Traoré esquissa un sourire, non pas d'amusement, mais d'une résolution froide. « Le peuple burkinabé est résilient, dit-il. Nous avons survécu à des siècles d'exploitation, de la traite esclavagiste au colonialisme, en passant par les dettes imposées par les institutions internationales. Aujourd'hui, les sanctions font souffrir, c'est vrai.
À Ouagadougou, les marchés qui autrefois débordaient de vie sont plus calmes. Les mères s'inquiètent pour le prix du mil, les jeunes se demandent s'ils auront un avenir. Mais cette souffrance n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est notre refus de l'accepter comme inévitable. Nous investissons dans nos terres, dans nos agriculteurs, dans nos écoles. Nous construisons une économie qui ne dépendra plus des caprices de l'Occident. Obama écoutait, impressionné par la clarté de la vision de Traoré. Il pensa à ses propres années à la Maison-Blanche, aux compromis qu'il avait faits, aux pressions des lobbies et des alliés qui avaient limité ses actions en Afrique. Vous parlez d'autosuffisance, dit-il, son ton réfléchi. C'est un objectif noble, mais difficile. Les sanctions, les restrictions commerciales, l'isolement diplomatique, j'ai vu comment ces outils peuvent étouffer même les nations les plus déterminées. Comment comptez-vous surmonter ces obstacles, Ibrahim, et comment puis-je, à ma manière, aider à alléger ce fardeau? Traoré posa ses mains sur la table, ses doigts traçant les motifs du tissu aux couleurs du Burkina Faso. Il pensa à Thomas Sankara, dont les paroles résonnaient encore dans son esprit, celui qui nourrit un peuple au contrôle. Sankara avait prôné l'autosuffisance alimentaire, l'éducation pour tous, la fin de la dépendance étrangère. Traoré s'inscrivait dans cette lignée, mais il savait que le chemin serait semé d'embûches. « Nous surmontons ces obstacles en misant sur notre peuple, » répondit-il. « Nous formons nos agriculteurs pour augmenter les rendements. Nous développons des coopératives locales pour transformer nos ressources. Nous investissons dans l'éducation, car un peuple éduqué est un peuple libre. Les sanctions peuvent ralentir notre progression, mais elles ne nous arrêteront pas. » Il marqua une pause, son regard perçant fixé sur Obama. « Quant à votre aide, Monsieur Obama, elle ne doit pas venir sous forme de charité ou de solution imposée. Si vous voulez contribuer, parlez de nous au monde. Dites la vérité sur les sanctions, sur la manière dont l'Occident punit ceux qui osent défier son autorité. Utilisez votre voix pour amplifier la nôtre, pas pour la remplacer. » Ces mots, prononcés avec une intensité contenue, frappèrent Obama comme une vérité brute. Il savait que sa position d'ancien président lui conférait encore une influence, mais il savait aussi que cette influence devait être utilisée avec prudence. « Vous avez raison, » répondit Obama, sa voix teintée d'un mélange de respect et de regret. « Pendant trop longtemps, l'Occident a parlé pour l'Afrique, au lieu de l'écouter. J'ai moi-même été coupable de cela. Mais je veux changer cette dynamique. Votre combat, Ibrahim, n'est pas seulement celui du Burkina Faso. Il est celui de tout un continent qui cherche à se libérer des chaînes du passé. Je peux parler, je peux plaider, mais je veux aussi comprendre quels sont les défis spécifiques auxquels vous faites face aujourd'hui. » Traoré prit une profonde inspiration, pesant ses mots. Il savait que partager les détails de la situation de son pays pouvait être un risque, mais il sentait aussi que ce dialogue, aussi fragile soit-il, méritait une certaine transparence. « Les sanctions ont coupé nos accès à certains marchés internationaux, » expliqua-t-il. « Le commerce du coton, l'une de nos principales ressources, est presque à l'arrêt. Les prix des carburants et des produits de base grimpent, et cela alimente des murmures de mécontentement. Certains de mes propres alliés, même au sein du gouvernement, commencent à douter. Ils se demandent si défier l'Occident vaut ce sacrifice. Mais je leur dis, et je vous dis à vous, que la liberté a toujours un coût. » Obama hocha la tête, absorbant la gravité de ses paroles. Il pensa aux crises qu'il avait gérées en tant que président, aux compromis qu'il avait dû faire pour maintenir la stabilité. Mais Traoré, avec sa jeunesse et son audace, semblait refuser tout compromis. « Ce coup est lourd, » dit Obama, « son ton empreint d'une empathie sincère. J'ai vu des nations africaines plier sous des pressions similaires. Mais j'ai aussi vu des peuples se relever, plus forts, lorsqu'ils croyaient en leur cause. Votre peuple croit-il en vous, Ibrahim? Et comment maintenez-vous cette fois face à tant d'adversité » Traoré sourit légèrement, un sourire qui trahissait à la fois sa détermination et sa fatigue. « Le peuple burkinabé est mon carburant, » répondit-il. « Dans les marchés d'Ouagadougou, les femmes continuent de vendre du karité et du mil, malgré les prix élevés. Dans les villages, les anciens racontent les histoires de nos héros, de Sankara, de ceux qui ont lutté avant nous. Dans les écoles, les enfants apprennent à lire, à écrire, à rêver d'un avenir où ils ne seront plus des pions. Cette fois, je la vois dans leurs yeux, et elle me pousse à continuer. Mais je vous mentirai pas. Les défis sont immenses. Chaque jour, je dois prouver que ce combat en vaut la peine. » La salle sembla se resserrer autour d'eux, comme si les murs eux-mêmes absorbaient l'intensité de leurs paroles. Dehors, Ouagadougou continuait de vivre. Ses rues vibrantes, d'une énergie mêlée d'espoir et de lutte. Traoré pensa au visage de son peuple, à leur résilience, à leur refus de se soumettre.
Obama, de son côté, sentit une responsabilité nouvelle peser sur ses épaules. Il n'était plus président, mais sa voix portait encore. Pouvait-il, comme Traoré le demandait, devenir un amplificateur de cette lutte, ou serait-il toujours perçu comme un émissaire de l'Occident? Ibrahim, dit Obama, sa voix plus ferme, votre combat est un rappel que l'histoire n'est pas figée. L'Afrique peut redéfinir son avenir, et je veux y contribuer. Non pas en imposant des solutions, mais en soutenant votre vision. Dites-moi, quels sont vos prochains pas? Comment comptez-vous transformer ces défis en opportunités? Traoré sentit que la conversation atteignait un nouveau palier. Il savait que les mots d'Obama, bien que sincères, devaient être suivis d'actions. Mais pour l'instant, il était prêt à partager sa vision, non pas pour convaincre Obama, mais pour affirmer la force de son peuple et de son continent. Nous allons construire, dit-il, sa voix résonnant comme un serment. Nous allons cultiver nos terres, éduquer nos enfants, renforcer nos alliances avec d'autres nations africaines. L'Afrique ne sera plus un terrain de jeu pour les puissances étrangères. Et si vous voulez contribuer, monsieur Obama, alors parlez au monde de notre détermination. Que l'Occident sache que l'Afrique se lève et que rien ne nous arrêtera. La voix d'Ibrahim Traoré résonnait encore dans la salle. Son serment, l'Afrique ne sera plus un terrain de jeu pour les puissances étrangères, vibrant comme un défi lancé non seulement à Barack Obama, mais au monde entier. Les lampes à pétrole, dont les flammes vacillaient dans l'air chaud d'Ouagadougou, semblaient souligner la puissance de cet instant. Traoré, président du Burkina Faso, se tenait droit, son boubou vert captant la lumière, symbole de l'espoir d'un peuple déterminé à écrire son propre destin. Obama, face à lui, absorbait ces mots avec une gravité nouvelle. Il sentait que ce dialogue, dans cette salle isolée, touchait à l'essence même de l'histoire. Un moment où l'Afrique, portée par des leaders comme Traoré, revendiquait son autonomie, Obama inclina la tête, ses yeux reflétant un mélange d'admiration et de réflexion. « Ibrahim, votre vision est audacieuse, dit-il, sa voix ferme, mais empreinte d'une humilité rare. Une Afrique qui construit, qui s'unit, qui rejette la domination étrangère, c'est un rêve que beaucoup ont partagé, mais que peu ont osé poursuivre avec votre détermination. Je veux comprendre, comment comptez-vous unir un continent aussi divers, avec ses histoires, ses langues, ses rivalités, et quelles alliances envisagez-vous pour faire de ce rêve une réalité? Traoré posa ses mains sur la table, ses doigts effleurant le tissu aux couleurs du Burkina Faso, rouge pour le sacrifice, vert pour l'espoir, jaune pour la richesse. Il pensa à son peuple, aux femmes des marchés de Ouagadougou vendant du karité sous un soleil brûlant, aux enfants apprenant à lire dans des écoles poussiéreuses, aux anciens racontant les exploits de Thomas Sankara, mais il pensa aussi à l'Afrique tout entière. Un continent riche en ressources et en potentiel, mais divisé par des frontières imposées par les colonialistes. L'unité de l'Afrique n'est pas un rêve, monsieur Obama, répondit-il, sa voix résonnant avec une conviction profonde. C'est une nécessité. Pendant trop longtemps, nous avons été divisés, manipulés, exploités, mais aujourd'hui, une nouvelle génération se lève et elle refuse de répéter les erreurs du passé. Il marqua une pause, ses yeux fixés sur Obama, comme pour s'assurer que chaque mot pénétrait. « Regardez l'histoire, poursuivit-il. Kwame Nkrumah, au Ghana, a rêvé d'une Afrique unie, d'une fédération qui briserait les chaînes du colonialisme. Patrice Lumumba, au Congo, a payé de sa vie pour avoir défendu la souveraineté de son peuple. Thomas Sankara, ici même, a montré qu'un petit pays comme le Burkina Faso pouvait se tenir debout, produire sa propre nourriture, éduquer ses enfants, sans attendre l'aumône de l'Occident. Ces hommes ont tracé le chemin. Nous, aujourd'hui, devons le suivre et l'élargir. » Obama hocha la tête, absorbant la puissance de ses références. Il connaissait l'histoire du panafricanisme, les congrès de Manchester et d'Accra, les rêves d'unité brisés par les interventions étrangères et les divisions internes. « Vous parlez d'unité, dit-il son ton réfléchi. Mais j'ai vu, pendant mon mandat, combien il est difficile de rassembler des nations avec des intérêts divergents. Les rivalités économiques, les tensions ethniques, les influences extérieures, comment comptez-vous surmonter ces obstacles? Et quelles alliances construisez-vous pour renforcer cette vision? » Traoré sourit légèrement, un sourire teinté de défi. Les obstacles sont réels, mais ils ne sont pas insurmontables. L'Afrique est diverse. Oui, mais cette diversité est notre force. Nous n'avons pas besoin d'effacer nos différences pour nous unir. Nous devons les célébrer tout en travaillant pour un objectif commun. La liberté, la prospérité, la dignité. Au Burkina Faso, nous avons commencé à tisser des alliances avec des voisins comme le Mali et le Niger. Nous partageons des ressources, des stratégies, des idées. Nous apprenons les uns des autres, non pas pour imiter l'Occident, mais pour créer un modèle africain, ancré dans nos réalités. Il se pencha légèrement en avant, son regard intense. Mais l'unité ne se limite pas au gouvernement.
Elle commence dans l'essai « Ur de nos peuples ». À Ouagadougou, les jeunes chantent des chansons sur Sankara, sur l'Afrique libre. À Bamako, à Niamey, à Addis Abeba, la même énergie se répand. Les réseaux sociaux, les artistes, les intellectuels, tous portent ce message. L'Afrique doit se lever ensemble. Nous ne voulons plus être des concurrents pour les miettes de l'Occident. Nous voulons être des partenaires égaux sur notre continent et dans le monde. Obama sentit une vague d'émotions l'envahir. Il pensa à ses propres racines africaines, à son père kényan, aux espoirs qu'il avait portés en visitant le continent en tant que président. Mais il pensa aussi aux compromis qu'il avait faits, aux pressions des alliés occidentaux qui avaient limité ses actions. « Votre vision me rappelle les idéaux des pères fondateurs du panafricanisme, dit-il. Mais je sais aussi que le monde est complexe. Les puissances étrangères, les États-Unis, l'Europe, la Chine, ont des intérêts en Afrique. Comment comptez-vous naviguer dans cet échiquier géopolitique sans compromettre votre indépendance ?» Traoré ne répondit pas immédiatement. Il pensa aux alliances controversées qu'il avait forgées, notamment avec des nations comme la Corée du Nord, qui avaient suscité des critiques internationales. Il savait que ces choix étaient risqués, mais il les voyait comme une nécessité pour briser la dépendance envers l'Occident. « Nous naviguions avec prudence, mais sans peur, » répondit-il. « Nous choisissons des partenaires qui respectent notre souveraineté, qui ne nous imposent pas leurs conditions. L'Afrique a été trop longtemps un champ de bataille pour les rivalités des grandes puissances. Nous ne serons plus leurs pions. Nous construisons des ponts avec ceux qui veulent un partenariat équitable, qu'ils viennent d'Asie, d'Amérique latine ou d'ailleurs. » Il marqua une pause, son ton devenant plus grave. Mais le vrai pouvoir de l'Afrique réside en elle-même. Nos ressources, l'or, le coton, le cacao, le pétrole, ne doivent plus enrichir les autres pendant que nos peuples souffrent. Nos terres doivent nourrir nos enfants, pas les marchés étrangers. Nos écoles doivent former des ingénieurs, des médecins, des leaders qui construiront l'Afrique de demain. C'est cette vision qui guide chaque décision que je prends, chaque alliance que je forge. Obama s'adossa à sa chaise, impressionné par la clarté et la passion de Traoré. Il savait que cette vision, bien que puissante, serait difficile à réaliser dans un monde dominé par des intérêts concurrents. « Ibrahim, dit-il, sa voix teintée d'un mélange d'espoir et de réalisme, ce que vous décrivez est une révolution, pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'Afrique entière. J'ai vu des révolutions être étouffées par des forces extérieures, par des divisions internes. Comment comptez-vous protéger cette vision contre ceux qui chercheront à la saboter ?» Traoré fixa Obama, ses yeux brûlants d'une détermination farouche. « Nous la protégerons par l'unité, » répondit-il. « Par la foi de nos peuples, par la force de nos alliances, par la mémoire de nos héros. Sankara nous a appris qu'un peuple uni est invincible. Lumumba nous a montré que même la mort ne peut éteindre une idée. Nkrumah nous a donné un rêve qui vit encore. Chaque jour, je m'efforce de prouver à mon peuple que ce rêve est à portée de main. Et si l'Occident ou n'importe quelle puissance pense pouvoir nous arrêter, qu'ils essaient, l'Afrique se lève et rien ne pourra nous retenir. » La salle sembla vibrer sous l'intensité de ces paroles. Dehors, le vent du Sahel portait les murmures d'Ouagadougou, une ville où chaque marché, chaque école, chaque maison était un témoignage de la résilience d'un peuple. Obama sentit une responsabilité nouvelle peser sur lui. Il n'était plus président, mais sa voix pouvait encore porter. Pouvait-il, comme Traoré le demandait, devenir un allié dans cette lutte, ou serait-il toujours vu comme un étranger? Ibrahim, dit-il, sa voix ferme, mais empreinte d'une promesse, « Votre vision mérite d'être entendue. Je ferai ce que je peux pour la porter, pour dire au monde que l'Afrique n'est plus à vendre. Mais je veux savoir, comment puis-je, concrètement, soutenir cette unité que vous appelez de vos VU ?» Les paroles d'Ibrahim Traoré, dit au monde que l'Afrique n'a pas besoin de sauveurs, mais de partenaires, résonnaient encore dans la salle, comme un appel vibrant à l'action. Les lampes à pétrole projetaient leurs lueurs tremblantes sur les murs, éclairant le visage déterminé du président burkinabé et celui, pensif, de Barack Obama. Un silence s'installa, chargé de la gravité de cet échange. Traoré, avec sa vision d'une Afrique unie et souveraine, venait de placer une responsabilité immense sur les épaules d'Obama. Ce dernier, conscient du poids de ses mots, sentit une urgence nouvelle, celle de comprendre non seulement le leader face à lui, mais le peuple qu'il représentait. Dehors, Ouagadougou vibrait d'une énergie mêlée d'espoir et de lutte, une ville où chaque rue, chaque marché, chaque maison portait les marques d'une résilience forgée par des décennies de défis. Obama brisa le silence, sa voix empreinte d'une sincérité mesurée. « Ibrahim, ce que vous demandez, dire la vérité, ouvrir des portes, est un engagement que je veux honorer. Mais pour le faire, je dois comprendre votre peuple. Comment vivent-ils?
cette lutte? Comment votre vision résonne-t-elle dans leur dans leur vie quotidienne? Traoré hocha la tête, ses yeux scrutant Obama, comme pour jauger jusqu'où allait sa curiosité. Il savait que la force de son combat ne résidait pas seulement dans ses discours, mais dans la foi de son peuple, dans leur capacité à endurer les sanctions, les privations et les incertitudes pour un avenir meilleur. « Venez avec moi, dans votre esprit », répondit Traoré, sa voix prenant une tonalité presque poétique. « Quittez cette salle un instant et marchez dans les rues d'Ouagadougou. Écoutez les voix du peuple burkinabé, celles des femmes qui vendent du karité sous le soleil, des enfants qui apprennent à lire sous les manguiers, des anciens qui racontent les histoires de nos héros. Ce sont eux, les vrais architectes de notre avenir. » Il se leva, comme pour inviter Obama à voir à travers ses yeux, et commença à décrire une fresque vivante, un tableau de la résilience et de l'espoir qui animait son pays. À quelques kilomètres de là, dans le marché central d'Ouagadougou, l'aube peignait le ciel d'un rose éclatant. Les étals, bien que moins fournis à cause des sanctions, débordaient encore de couleurs, des sacs de mil, des paniers de mangue, des pots de beurre de karité. Fatimata, une commerçante d'une quarantaine d'années, installait son stand, son foulard, au motif mossinoué avec soin. Les prix avaient grimpé, et les clients se faisaient plus rares, mais Fatimata refusait de baisser les bras. Traoré nous a dit de tenir bon, confia-t-elle à une amie, sa voix teintée de fierté. Il dit que nous pouvons produire ce que nous consommons, que nous n'avons pas besoin de l'Occident. Moi, je le crois. Mes enfants mangeront, et ils vivront libres. Non loin, dans une école poussiéreuse à la périphérie de la ville, des enfants s'entassaient dans une salle de classe aux murs craquelés. Leur professeur, un jeune homme nommé Issouf, écrivait au tableau une phrase de Thomas Sankara. « La patrie ou la mort, nous vaincrons. » Les élèves, âgés de 8 à 12 ans, répétaient ces mots avec ferveur, leur voix résonnant dans la cour. Issouf, inspiré par les réformes éducatives de Traoré, enseignait non seulement la lecture et les mathématiques, mais aussi l'histoire de l'Afrique de Sankara à Nkrumah. « Nos enfants doivent savoir qu'ils sont les héritiers d'une grande histoire, » expliquait-il à un collègue. « Traoré nous donne une chance de rêver, et je veux que mes élèves portent ce rêve. » Dans un village à 1 heure d'Ouagadougou, sous un baobab imposant, les anciens se réunissaient pour discuter des nouvelles du pays. Les sanctions avaient ralenti l'arrivée des médicaments et des carburants, mais l'esprit du village restait intact. Un vieil homme, Moussa, dont les rides racontaient une vie de labeur, prit la parole. Quand Sankara était là, il nous a appris à cultiver nos propres champs, à refuser l'aide qui nous enchaînait. Traoré fait la même chose. Oui, c'est dur, mais c'est notre combat. Les autres hochèrent la tête, leur regard fixé sur l'horizon, où le soleil se levait sur des champs de mil. Retour dans la salle, Traoré poursuivit, sa voix vibrante d'émotion. « Vous voyez, monsieur Obama, mon peuple n'est pas seulement en train de survivre, il construit. Malgré les sanctions, les agriculteurs plantent, les commerçants vendent, les enseignants éduquent. Ils savent que ce combat est pour leurs enfants, pour une Afrique qui ne sera plus à genoux. Cette fois, je la vois chaque jour, et elle me pousse à continuer, même quand les critiques s'élèvent, même quand mes propres alliés doutent. » Obama écoutait, captivé par la vividité de ces images. Il pensa à ses propres visites en Afrique, aux foules enthousiastes, mais aussi aux compromis qu'il avait faits en tant que président, limité par les intérêts géopolitiques. « Ibrahim, dit-il, sa voix empreinte d'une admiration sincère, ce que vous décrivez est plus qu'une politique, c'est une renaissance. Votre peuple, avec sa résilience, me rappelle que les vrais changements viennent de la base, des gens ordinaires qui refusent de plier. Mais je sais aussi que cette foi peut être mise à l'épreuve. Comment maintenez-vous cet élan face aux pressions externes et internes ?» Traoré s'adossa à sa chaise, ses yeux scrutant le plafond comme s'il y cherchait une réponse. Il pensa aux murmures de mécontentement dans certaines franges de la population, aux opposants qui accusaient son gouvernement de provoquer des souffrances inutiles, aux leaders voisins qui critiquaient ses alliances audacieuses. « Ce n'est pas facile, admit-il, sa voix plus douce mais toujours ferme. Les sanctions pèsent lourd. Certains disent que nous devrions négocier, accepter les conditions de l'Occident pour alléger le fardeau, mais je leur rappelle Sankara, il a dit que la liberté ne se négocie pas. Je vais dans les marchés, dans les villages, dans les écoles. Je parle à mon peuple, je les écoute. Leur force me rappelle pourquoi nous nous battons. » Il se tourna vers Obama, son regard intense. « Mais je ne suis pas naïf. La route est longue et les défis sont immenses. C'est pourquoi votre rôle, monsieur Obama, est crucial. Si vous parlez de nous, si vous dites la vérité sur notre lutte, vous pouvez aider le monde à voir l'Afrique autrement, non pas comme un continent de crise, mais comme un continent de courage.
Cela ne lèvera pas les sanctions demain, mais cela renforcera la foi de mon peuple et celle d'autres Africains dans notre cause commune. » Obama hocha la tête, absorbant la profondeur de ses paroles. Il pensa à son propre héritage, à ce qu'il pouvait encore accomplir, non pas en tant que président, mais en tant que voix mondiale. « Vous avez raison, Ibrahim, répondit-il. L'Afrique a été trop longtemps définie par les récits des autres. Je peux parler, je peux écrire, je peux plaider pour que le monde voie votre lutte pour ce qu'elle est, une quête de justice et de dignité. Mais dites-moi, comment votre peuple réagit-il à votre leadership? Y a-t-il des voix discordantes, des doutes, et comment les gérez-vous » Avant que Traoré ne puisse répondre, un léger coup à la porte interrompit la conversation. Le général Kaboré, fidèle conseiller de Traoré, entra, un dossier à la main. « Monsieur le Président, dit-il, sa voix basse mais urgente, des nouvelles des provinces. Les gens se rassemblent, ils parlent de votre combat, de votre vision. Mais il y a aussi des tensions, des voix qui demandent des résultats rapides. Ils veulent savoir que leur sacrifice portera ses fruits. » Traoré hocha la tête, son visage impassible, mais ses pensées bouillonnaient. Il savait que ce moment, dans cette salle et au-delà, définirait son leadership. Il se tourna vers Obama, un éclat de défi dans les yeux. « Vous voulez savoir comment je gère les doutes ? En montrant à mon peuple que nous sommes plus forts ensemble, en leur donnant une voix, une vision, un avenir. Bientôt, je m'adresserai à la nation, et je leur rappellerai pourquoi nous nous battons. Mais pour l'instant, Monsieur Obama, je vous pose une question. Êtes-vous prêt à marcher avec nous, non pas comme un sauveur, mais comme un témoin de notre renaissance ? » La question d'Ibrahim Traoré, êtes-vous prêt à marcher avec nous, non pas comme un sauveur, mais comme un témoin de notre renaissance, flottait dans l'air, un défi vibrant qui semblait suspendre le temps dans la salle isolée d'Ouagadougou. Les lampes à pétrole projetaient leurs lueurs vacillantes sur les murs, éclairant le regard intense de Traoré et celui, pensif, de Barack Obama. Le général Kaboré, toujours à la porte, observait en silence, conscient que ce moment marquait un tournant. Dehors, le vent du Sahel murmurait, portant les espoirs et les luttes d'un peuple burkinabé prêt à se lever. Traoré, président d'un Burkina Faso en quête de souveraineté, savait que les nouvelles des provinces, rassemblement, espoir, mais aussi doute, exigeaient une réponse forte. Son peuple avait besoin de lui, et il était prêt à leur parler. Obama, absorbant la question de Traoré, sentit une responsabilité nouvelle peser sur ses épaules. « Ibrahim, répondit-il, sa voix ferme mais empreinte d'une promesse sincère, je veux être ce témoin. Votre lutte, votre vision, mérite d'être vue par le monde pour ce qu'elles sont, une quête pour la justice, pour la dignité. Je parlerai, j'écrirai, je plaiderai pour que l'Afrique soit entendue. Mais ce discours que vous préparez, il pourrait changer la donne, pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour le continent. Comment allez-vous rallier votre peuple face à ces tensions ?» Traoré hocha la tête, un éclat de détermination dans les yeux. En leur disant la vérité, répondit-il, sa voix résonnant comme un serment. En leur rappelant qui nous sommes, ce que nous avons enduré et ce que nous pouvons devenir. Ce discours n'est pas pour moi, ni pour vous, Monsieur Obama. Il est pour eux, les agriculteurs, les commerçants, les enfants, les anciens. Ils doivent savoir que leur sacrifice n'est pas vain, que nous construisons un avenir où l'Afrique ne sera plus à genoux. Il se tourna vers Kaboré. « Préparez le studio. Ce soir, je m'adresserai à la nation. » Quelques heures plus tard, Ouagadougou s'immobilisa. Les rues, d'ordinaire animées par les klaxons des motos et les cris des vendeurs, se firent silencieuses. Dans les foyers, les bars, les places des villages, les Burkinabés se rassemblaient autour de téléviseurs et de radios, attendant les paroles de leur président. Au studio de la télévision nationale, un espace sobre orné des couleurs rouge, vert et jaune du Burkina Faso, Traoré se tenait prêt. Son boubou vert, symbole de son lien avec le peuple mossi, capturait la lumière des projecteurs. Derrière lui, un portrait de Thomas Sankara, le héros révolutionnaire, semblait veiller sur ce moment historique. Traoré prit une profonde inspiration, ses pensées tournées vers son peuple. Il pensa aux femmes des marchés, comme Fatimata, qui vendaient du karité malgré les prix élevés, aux enfants dans les écoles, apprenant à lire sous la guidance d'enseignants comme Issouf, aux anciens, comme Moussa, dont les histoires de Sankara inspiraient les générations. Il savait que les sanctions occidentales, les tensions internes et les doutes de certains pouvaient ébranler leur foi. Mais il savait aussi que la force du Burkina Faso résidait dans son peuple, dans leur résilience, dans leur refus de plier. Lorsque la caméra s'alluma, il commença. « Peuple du Burkina Faso, mes frères, mes S, Hur, dit-il. » Sa voix claire et puissante, portée par chaque poste de télévision et chaque radio à travers le pays.
Ce soir, je m'adresse à vous non pas comme un président, mais comme un fils de cette terre, un fils de l'Afrique. Nous vivons des temps difficiles. Les sanctions de l'Occident font grimper les prix, ralentissent nos marchés, testent notre endurance. Certains doutent, certains murmurent que nous devrions céder, accepter les chaînes pour un répit temporaire. Mais je vous le dis, la liberté ne se négocie pas. Dans un bar du quartier de Pissy, des hommes et des femmes suspendus à ces mots hochèrent la tête. Une serveuse, Aïssata, murmura à son voisin « Il parle comme Sankara. Il nous donne de l'espoir. » À Zignaré, un village au nord, une famille entière s'entassait autour d'une vieille radio. Le père, un agriculteur, serra la main de son fils. « Écoute, il parle pour nous, dit-il, les yeux brillants. » Dans une école de Bobo-Dioulasso, des étudiants, réunis dans une salle commune, éclatèrent en applaudissements lorsque Traoré poursuivit. « Regardez ce que nous avons déjà accompli, déclara-t-il, sa voix montant d'une octave, vibrante d'émotion. Nos agriculteurs plantent, nos commerçants vendent, nos enseignants éduquent. Malgré les sanctions, nous construisons des écoles, des coopératives, des routes. Nous ne sommes pas seuls. Le Mali, le Niger, d'autres nations africaines se tiennent à nos côtés, partageant notre rêve d'une Afrique unie, libre, prospère. Nous sommes les héritiers de Sankara, de Nkrumah, de Lumumba. Leur sang coule dans nos veines et leur esprit guide nos pas. À Ouagadougou, Obama, installé dans une résidence sécurisée, regardait le discours sur un petit téléviseur. Il était captivé par la passion de Traoré, par sa capacité à transformer les défis en un appel à l'unité. Il pensa à ses propres discours, à l'espoir qu'il avait inspiré, mais aussi aux limites qu'il avait rencontrées en tant que président. Traoré, avec sa jeunesse et son audace, semblait briser ses limites, ralliant son peuple par la force de sa conviction. Obama sentit une admiration croissante, mais aussi une question persistante. Pouvait-il, comme Traoré le demandait, devenir un véritable témoin de cette renaissance? Traoré, au studio, poursuivit, ces mots résonnant comme un hymne. Peuple burkinabé, je vois votre force chaque jour. Je vois les femmes des marchés, qui refusent de baisser les bras. Je vois les enfants, qui apprennent à rêver d'un avenir libre. Je vois les anciens, qui nous rappellent que nous avons survécu à pire. Ce combat est pour vous, pour vos enfants, pour une Afrique qui dira au monde, nous sommes debout, et rien ne nous arrêtera. Alors, tenez bon, plantez, construisez, éduquez. Ensemble, nous ferons du Burkina Faso un phare pour l'Afrique, un exemple pour le monde. Dans les rues d'Ouagadougou, des cris de joie éclatèrent. Des jeunes brandissant des drapeaux burkinabés dansaient sous les étoiles, scandant Traoré, Sankara. Dans un village près de Fadangourma, une vieille femme, assise sous un manguier, murmura une prière pour son président, des larmes dans les yeux. À Banfora, des agriculteurs, réunis autour d'une radio, se serrèrent les mains, galvanisés par l'appel de Traoré à cultiver leurs terres. Le discours, retransmis dans tout le pays, semblait rallumer une flamme, une foi collective, dans la vision d'un avenir souverain. De retour dans la résidence, Obama s'adossa à son siège, impressionné. Il pensa à son propre héritage, à ce qu'il pouvait encore accomplir. Traoré venait de montrer ce qu'un leader pouvait faire lorsqu'il parlait directement au C, ur de son peuple. Il a raison, murmura Obama à lui-même. L'Afrique n'a pas besoin de sauveurs. Elle a besoin de voix comme la sienne. Il prit un carnet et commença à noter des idées, des discours, des articles, des plaidoyers pour amplifier la lutte de Traoré et de l'Afrique. Au studio, Traoré conclut son discours, son regard fixé sur la caméra, comme s'il s'adressait à chaque Burkinabé individuellement. « Mes frères, mes S-UR, nous sommes plus forts ensemble. Notre combat est juste, notre avenir est grand. Que le monde sache que l'Afrique se lève et que le Burkina Faso mène la voie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. » La caméra s'éteignit et un silence respectueux envahit le studio. Traoré, épuisé mais résolu, savait que ce discours n'était qu'un début. Dehors, Ouagadougou s'éveillait à une nouvelle énergie. Les marchés, les écoles, les villages vibraient d'un espoir renouvelé. Traoré, en quittant le studio, reçut un message de Kaboré. « Monsieur le Président, le peuple est avec vous. Les rassemblements grossissent, les doutes s'estompent. Il croit en vous. » Traoré hocha la tête, un sourire discret sur les lèvres. Il pensa à Obama, à leur conversation et à la promesse de ce dernier de porter leur voix. Ce soir, le Burkina Faso avait parlé et l'Afrique écoutait. Le message du général Kaboré, Monsieur le Président, le peuple est avec vous. Les rassemblements grossissent, les doutes s'estompent, il croit en vous. Résonnait dans l'esprit d'Ibrahim Traoré alors qu'il quittait le studio de télévision. Les rues d'Ouagadougou, encore vibrantes des échos de son discours, semblaient pulser d'une énergie nouvelle. Les drapeaux burkinabés flottaient dans la nuit, portés par des jeunes scandant son nom et celui de Thomas Sankara. Traoré, épuisé mais résolu,
sentit une chaleur dans sa poitrine, celle de la foi d'un peuple qui refusait de plier. Il pensa à Barack Obama, à leur rencontre improbable, à la promesse de l'ancien président de porter la voix de l'Afrique. Ce soir, le Burkina Faso avait parlé, et l'Afrique écoutait. Mais Traoré savait que son combat ne se limitait pas à son pays. Il s'agissait de rallumer une flamme panafricaine, un rêve d'unité et de souveraineté pour tout le continent. Quelques jours plus tard, dans une salle de réunion du palais présidentiel à Ouagadougou, Traoré réunissait ses conseillers les plus proches, dont Kaboré. Les murs, ornés de motifs mossis et d'un portrait de Sankara, rappelaient l'héritage qui guidait leurs pas. Les rapports affluaient. Le discours de Traoré avait non seulement galvanisé le Burkina Faso, mais aussi attiré l'attention au-delà des frontières. À Bamako, au Mali, des jeunes s'étaient rassemblés sur la place de l'Indépendance, brandissant des pancartes proclamant « L'Afrique avec Traoré ». À Niamey, au Niger, des intellectuels débattaient de l'appel à l'unité, citant Sankara et Nkrumah. Même à Addis Abeba, siège de l'Union africaine, des diplomates murmuraient que le Burkina Faso devenait un phare pour une nouvelle ère. Traoré, assis à la tête de la table, écoutait attentivement. « Le peuple burkinabé nous a donné sa confiance, dit-il, sa voix ferme mais empreinte d'humilité. Mais cette confiance doit s'étendre à nos frères africains. Le Mali, le Niger et d'autres sont prêts à marcher avec nous. Nous devons renforcer ces alliances, partager nos ressources, nos idées, nos rêves. L'Afrique ne peut prospérer que si nous nous levons ensemble. » Kaboré hocha la tête, ajoutant « L'Union africaine prépare une réunion extraordinaire. Votre discours, Monsieur le Président, les a secoués. Ils veulent discuter d'une coopération régionale renforcée, inspirée par votre vision. » À des milliers de kilomètres de là, Barack Obama, de retour aux États-Unis, se tenait dans son bureau, un carnet rempli de notes devant lui. Le discours de Traoré tournait en boucle dans son esprit, tout comme leur conversation dans la salle isolée d'Ouagadougou. Il avait promis d'être un témoin et il était déterminé à tenir parole. Il rédigea un article pour une revue internationale, intitulé « L'Afrique se lève. Une nouvelle vision pour un continent souverain ». Dans ce texte, il décrivit le leadership de Traoré, non pas comme un phénomène isolé, mais comme l'écho d'un mouvement plus large, porté par une génération refusant les chaînes du néocolonialisme. « L'Afrique n'a pas besoin de sauveurs », écrivit-il, reprenant les mots de Traoré. « Elle a besoin de partenaires qui respectent sa dignité et ses rêves. » L'article, publié quelques semaines plus tard, fit des vagues. À New York, lors d'une conférence sur le développement, Obama prononça un discours inspiré par sa rencontre avec Traoré. « J'ai vu, au Burkina Faso, un peuple qui construit son avenir malgré les sanctions, malgré les pressions, déclara-t-il devant un public de diplomates et d'universitaires. Leur leader, Ibrahim Traoré, m'a rappelé que l'histoire n'est pas figée. L'Afrique, avec sa jeunesse, sa résilience, son unité naissante, est en train de redéfinir le monde. Nous devons écouter, apprendre et soutenir sans imposer. » Les applaudissements furent polis, mais les murmures dans les coulisses révélaient une vérité. Le message de Traoré, amplifié par Obama, dérangeait les vieilles certitudes. Au Burkina Faso, l'élan déclenché par le discours de Traoré continuait de croître. Dans les marchés d'Ouagadougou, Fatimata, la commerçante, avait rejoint une coopérative locale pour produire du karité transformé, réduisant la dépendance aux exportations. À Bobo Dioulasso, Issouf, l'enseignant intégrait des leçons sur l'unité africaine dans ses cours, inspirant ses élèves à rêver d'un continent connecté. Dans les villages, des agriculteurs, galvanisés par l'appel de Traoré à cultiver leurs terres, formaient des groupes pour partager semences et techniques, rappelant les initiatives de Sankara pour l'autosuffisance. Mais cet élan n'était pas sans défi. Les sanctions occidentales persistaient et des voix discordantes, bien que moins nombreuses, continuaient de critiquer les choix audacieux de Traoré, comme ses alliances avec des nations non alignées. À Ouagadougou, Traoré rencontra des représentants de la société civile pour écouter leurs préoccupations. « Nous croyons en vous », lui dit une jeune activiste, mais le peuple a besoin de voir des résultats concrets. Les prix sont encore élevés, les médicaments manquent. Traoré hocha la tête, reconnaissant la vérité de ses paroles. « Chaque pas compte, répondit-il. Nous plantons aujourd'hui pour récolter demain. Et nous ne sommes pas seuls. L'Afrique marche avec nous ?» À Addis Abeba, la réunion de l'Union africaine marqua un tournant. Des délégués du Mali, du Niger, du Ghana et d'autres pays prirent la parole, citant le discours de Traoré comme un catalyseur. Le Burkina Faso nous montre que l'indépendance n'est pas un rêve, mais une réalité à construire, déclara un ministre malien. Une résolution fut adoptée pour renforcer la coopération économique et politique, avec un accent sur l'autosuffisance et la réduction des dépendances étrangères.
Les médias africains surnommèrent ce moment « l'éveil de Ouagadougou, un clin d'œil à l'impact de Traoré ». Dans les semaines qui suivirent, des initiatives concrètes émergèrent. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger signèrent un accord pour partager des ressources agricoles et énergétiques, réduisant l'impact des sanctions. Des étudiants burkinabés partirent étudier au Ghana, tandis que des ingénieurs nigériens vinrent former leurs homologues à Ouagadougou. À Dakar, des artistes lancèrent un festival panafricain avec des chansons et des poèmes inspirés par la vision de Traoré, mêlant les rythmes Mossi, Wolof et Yoruba. L'idée d'une Afrique unie, jadis un idéal lointain, commençait à prendre forme, portée par une génération galvanisée par le courage d'un petit pays. Traoré, de retour dans son bureau, reçut un message d'Obama. Ibrahim, écrivait-il, « Votre voix résonne bien au-delà de Ouagadougou. J'ai parlé à l'ONU, publié des articles, rencontré des leaders. Le monde commence à écouter. Continuez, et sachez que je marche avec vous comme un témoin. » Traoré sourit, un mélange de gratitude et de prudence. Il savait que le soutien d'Obama était précieux, mais que l'avenir de l'Afrique dépendait avant tout des Africains eux-mêmes. Il pensa à Sankara, à ces mots, « Là où il y a la volonté, il y a un chemin. » Le chemin était ardu, mais chaque pas renforçait sa conviction. Dehors, Ouagadougou brillait sous un ciel étoilé. Les marchés s'animaient à nouveau, les écoles débordaient de rêves, les champs de mil s'étendaient à l'horizon. Le Burkina Faso, porté par la vision de Traoré, devenait un symbole, un phare pour une Afrique en éveil. Dans les capitales du continent, des jeunes scandaient « L'Afrique se lève !» À Bamako, à Niamey, à Accra, l'esprit de Sankara, de Nkrumah, de Lumumba renaissait, porté par une nouvelle génération. Traoré, debout à sa fenêtre, contempla sa ville, son pays, son continent. C'était qu'un début, mais l'histoire s'écrivait et l'Afrique en tenait la plume. Imaginez un instant l'Afrique, notre berceau, notre force, notre avenir. Un continent où chaque enfant rêve grand, où chaque femme et chaque homme bâtit avec fierté, où nos racines, celles de Sankara, de Nkrumah, de Lumumba, nous propulsent vers un destin que nous écrivons nous-mêmes. Vous, Africains du continent et de la diaspora, portez en vous cette flamme, cette résilience qui a traversé les siècles d'épreuves pour briller plus fort aujourd'hui. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous empêche de contribuer à cette renaissance? Votre talent, votre énergie, votre voix sont les briques d'une Afrique unie et souveraine. Levez-vous, créez, laissez-vous, chaque pas compte, chaque idée est une graine pour demain. Ensemble, nous ne sommes pas seulement l'avenir, nous sommes le présent et rien ne nous arrêtera. Alors qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire vibrer l'Afrique? Si ce message vous a inspiré, rejoignez la famille MOL Motivation sur YouTube, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour propager cette énergie à travers l'Afrique et la diaspora. Et surtout, n'oubliez pas de activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos motivantes. Ensemble, faisons grandir cette communauté et portons haut la voix de l'Afrique. Rendez-vous sur MOL Motivation. L'avenir commence avec vous.